Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur de recevoir via Zoom, bien entendu, mon ami Rodolphe Oppenheimer, à qui je dis avant tout bonjour Rodolphe. Bonjour Monique. Alors Rodolphe, je me dois de rappeler qui tu es, bien que tout le monde le sache, mais je me fais un plaisir de rappeler que c'est le petit-fils du président Edgar Faure et de Lucie Faure, et que pour saluer la mémoire de ton grand-père Edgar Faure, il y a depuis 2007 un prix Edgar Faure qui est remis chaque année pour récompenser le meilleur ouvrage politique de l'année. Mais aujourd'hui, l'émission ne va pas porter sur la mémoire du président Edgar Faure, mais ce sera un hommage à ta grand-mère, Lucie Faure, qui, en 1943, avec Robert Aron, a créé la nouvelle équipe française. Ils étaient dans une guerre. Aujourd'hui, c'est une autre guerre. Nous avons à lutter contre un virus mortel et qui a envahi la planète. Et le sujet de ce nouveau, parce que tu as relancé la nouvelle équipe française avec un sujet particulièrement porteur. Quel sera notre futur? L'idée en fait donc de cette équipe qui s'est arrêtée en fait une première fois au décès de ma grand-mère en 77 et que ma mère a porté jusqu'en 81 où elle ne pouvait plus le faire compte tenu du nombre de tâches qu'elle avait à effectuer à titre professionnel en particulier, était donc d'imaginer effectivement, comme tu l'as rappelé, en continuant d'honorer la mémoire de mon grand-père le président, de me demander aussi pourquoi n'y aurait-il pas pour Lucie, ma grand-mère, qui n'était d'ailleurs pas que Madame Edgar Faure, qui était Lucie Faure à une époque où les femmes, malheureusement, avaient trop peu de place et n'avaient pas vraiment une autonomie possible, tant sur un plan d'ailleurs juridique que sur un plan effectif. Et c'est vrai que cette revue, qui était la première au lendemain de la guerre à Paris, lui a permis aussi de faire se rencontrer les plus grands philosophes, artistes, intellectuels français. Et c'était une revue incontournable qu'il faut dire avait donc été créée par Lucie Faure et Robert Aron. Robert, non pas Robert, avec... Si, c'est Robert. Robert, bonjour les deux. Avec Robert Aron. Et un jour, mes petits jumeaux de 9 ans m'ont dit papa, pourquoi on ne s'occupe pas de grande mamie, m'ont-ils dit. Et ils ont sorti des nefs comme ça partout, parce qu'il y en a de 1943 à 81, il y en avait partout dans la maison. Et j'ai dit très bien, eh bien, on va le relancer, coûte que coûte, puisque de toute façon, il y a un symbole très français qui consiste à dire que rien n'est possible, qu'il n'y aura pas d'éditeur, qu'il n'y aura pas d'auteur, qu'il n'y aura pas de diffuseur. Enfin, comme toujours, rien n'est possible. Et ça, c'est un peu ce qui me motive, moi, dans la vie, c'est d'entendre ce rien n'est possible. Donc, on s'est dit, voilà, on va prendre un thème et on va prendre des auteurs. Et surtout, ce qu'on va faire, on va essayer de sortir du parisianisme. On va essayer d'arrêter de prendre toujours les mêmes personnalités qui se prennent qui glissent entre le café de fleurs et les deux magots. Et on va comme ça ouvrir à la société civile tout en gardant les meilleurs dans leur domaine. Alors, je veux déjà montrer un numéro de la nouvelle équipe française de juillet 45 que Rodolphe m'a très gentiment offert. Merci Rodolphe. Alors Rodolphe, on va rentrer maintenant dans les sujets qui sont abordés, mais je crois que la phrase de Luc Alphand, qui commence d'ailleurs la nouvelle équipe française, est magnifique. Se poser des défis. Alors, est-ce qu'on se pose des défis? Est-ce qu'on se met en danger? Où en est-on actuellement? Et que penser de notre futur? Large question. Là, je m'adresse au psychanalyste. Large question, même pour le psychanalyste, puisque finalement, le futur, ça n'est qu'aujourd'hui, que maintenant, que tout de suite. Puisque dans une heure, nous aurons de nouvelles informations, vraies ou fausses, mais qui vont perturber finalement la psyché
du monde, puisque aujourd'hui on peut même plus parler d'individus, mais on parle à l'échelle du monde, et on ne peut que finalement raisonner presque même dans l'instant, puisque à la fin notre émission, il y aura peut-être une information, encore une fois, vraie ou fausse, mais qui va perturber notre jugement d'une façon ou d'une autre. Alors, avant cette pandémie, on parlait beaucoup finance. Il n'y avait pas une seule newsletter qui n'abordait pas le problème et la finance au sens large du terme. Aujourd'hui, avec ce que l'on vit et ce que l'on espère, bien que ça s'arrête à la minute M, que peux-tu dire du monde de la finance? Alors, d'une façon générale, dans beaucoup de domaines, j'ai l'impression, et heureusement, que la finance a pu résister d'une première vague, d'une seconde vague, alors qu'on imaginait justement, on projetait que le monde entier allait s'effondrer comme un château de cartes. On voit que des sociétés ont fait d'immenses bénéfices. On ne peut que s'en réjouir puisqu'il y a des emplois à la clé. Évidemment, de l'autre côté, les TPE, les PME ont énormément souffert, les commerces, les indépendants et beaucoup. Je crois, sans faire forcément de la politique aujourd'hui, que il est toujours difficile de juger pendant une crise, mais je pense en tout cas pour ce qui concerne la France, que le gouvernement a vraiment été, en tout cas sur la façon d'accompagner les entreprises, tout ce qui a été aide au travail, pousser les gens au télétravail pour éviter justement la pandémie, ou tout ce qui a été de l'ordre des prêts. Je trouve que le gouvernement a été à la hauteur à ce niveau-là. Bien sûr, j'aurai toujours des contradicteurs. Je sais bien que certains me disent que finalement, ils ne rentrent dans aucune case. Donc, évidemment, c'est toujours à déplorer pour des gens qui travaillent. Néanmoins, d'une façon générale, le coûte que coûte, finalement, n'est, à mon sens, pas une mauvaise chose. Parce que ce que je crains, moi, encore plus en nombre de morts, n'est pas que le Covid, mais le nombre de suicides et de problèmes que cela engendrera dans l'après, qui sera, à mon avis, dans longtemps, ça on pourra en reparler, mais aussi pour les générations suivantes. Alors, Rodolphe, justement, quand on parle de ce qui peut arriver avec ce que tu évoques, les suicides et autres, on ne peut pas faire l'économie dans cette nouvelle équipe française d'un très bel article qui traite de la religion. Alors, c'est aux psychanalystes, mais aussi à l'homme engagé que je pose la question, que penses-tu? Je pense que la religion, de toute façon, croyant ou non croyant, de toute façon, je prends la religion sur un point de vue peut-être plus philosophique. Parce que sinon, les non-croyants pourraient dire on ne croit pas, mais on va pas le dire fort, mais on a envie le croyant, parce que le croyant sait vers qui ou vers quoi se tourner. Et de l'autre côté, ben, le croyant vit sa foi. Je pense qu'effectivement, il est toujours plus facile d'être aidé, que ce soit par une femme, un mari, des enfants, des parents. Donc, je pense que le croyant, d'une façon générale, se sent évidemment beaucoup moins seul et trouve un sens à tout d'ailleurs. Donc, pense peut-être que cette pandémie va peut-être ouvrir des esprits, enfin, il peut y avoir tout un tas de choses, évidemment, que le croyant peut s'imaginer et que le non-croyant, évidemment, imaginera autrement, d'une façon peut-être, évidemment, plus philosophique, dans la mesure où il n'y a pas la religion pour compenser l'autre type de philosophie auquel je pense. Alors, j'ai été un peu admirative devant cet article qui rappelle Marc Bâtard, qui à 23 ans est devenu le plus jeune alpiniste à gravir un 8000 mètres sans oxygène. Alors, on va pousser nos limites jusqu'où? Tu as là cité un exemple justement de courage et justement de savoir reprendre sa respiration. Et je pense que là, Marc Bâtard justement montre combien il est nécessaire d'être courageux et d'être ordonné, parce qu'on n'escalade pas comme ça, on n'escalade pas à la va-vite,
c'est une question de tempo. Et quand on regarde bien, la vie est une question de tempo. La vie est une question de rythme. La vie est une question de moment. Justement, on a évoqué Edgar Faure. Edgar Faure avait une phrase qui disait « La chance est un trait du caractère ». Et je pense que pour créer cette chance, justement, ça se fait dans le tempo. On le voit d'ailleurs dans la sphère politique. Il y a des gens pour qui c'est le moment, d'autres pour qui c'est pas le moment. En 1965, François Mitterrand mettait en ballottage le général de Gaulle. Après, il était quasiment enterré. En 80, il est élu président. Donc, je pense que cette question du tempo est très importante. Et je pense que justement, dans les moments les plus difficiles de l'épidémie, il faut essayer de repenser à ça. Alors, évidemment, c'est toujours difficile de dire aux gens, dans un moment de crise, patienter. Néanmoins, si on peut essayer de se l'ancrer dans des moments de calme, cela ne peut apporter que du bien-être. Dans ce numéro de la Nouvelle Équipe française, plusieurs magistrats et avocats ont écrit « Est-ce ta filiation à la famille Faure qui t'a amené à connaître de plus près le monde de la justice ?» Alors, c'est vrai que le monde de la justice, effectivement, il est surtout du côté d'Edgar Faure, puisque il est avocat à 19 ans, à une époque où la majorité est à 21 ans. Donc, ce qui s'amusait à me dire souvent, c'est je peux plaider pour les autres, mais je peux pas plaider pour moi. Donc, ensuite, pendant la guerre, quand il part donc protéger ma grand-mère, il part en Tunisie et il plaide au petit tribunal d'Hammamet. Puis ensuite, on le retrouve procureur général adjoint au procès de Nuremberg. Et là, je suis un peu étonné dans ma tête, plus jeune, puisque je me dis, comment un avocat devient procureur? Et en fait, je comprends que le général de Gaulle l'a chargé des affaires législatives. Donc, il est effectivement à ce moment-là procureur, et au lendemain de la guerre, donc il s'installe comme avocat, tout au même moment où il fait évidemment de la politique. D'ailleurs, à un moment, il dit une phrase qui est un aphorisme, et qui nous montre finalement combien c'est proche, cette génération, et en même temps c'est loin. Il dit un jour en s'amusant, venez voir l'avocat, il saura parler au ministre. Et cette phrase, qui est donc un aphorisme, qui est censé nous faire rire, aujourd'hui conduira un homme politique en prison sans passer par la case départ. Donc c'est une façon aussi de montrer voilà, combien les choses ont changé, combien on a voulu rendre les choses beaucoup plus draconiennes. Je ne dis pas que c'est plus mal, mais est-ce qu'on n'est pas passé finalement d'un extrême à l'autre complètement? Alors, il y a même un chapitre, un article en tout cas, qui traite du vieillissement dont on voudrait voir la courbe inversée. N'est-ce pas le problème actuel de notre civilisation? Je pense que les réseaux sociaux, en tout cas, ont flouté complètement la notion de temps et la notion d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avance à visage masqué, avec des fausses photos, des faux profils, des profils copiés. Donc, on tombe dans une certaine forme de mégalomanie, alors que ce soit avec l'âge ou avec autre chose, d'ailleurs, parce que les gens mettent souvent des photos d'eux 25 ans plus tôt. Donc, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de traîtrise sur le personnage. Néanmoins, quand on rencontre la personne, on a parfois du mal à la reconnaître. Donc, c'est vrai que ça peut prêter à sourire. Après, ça dépend dans quel type de cas c'est utilisé. Alors, parfois, on voit ça sur des médecins. Donc, on s'attend à avoir un médecin trentenaire et on voit un médecin qui va aborder les 70 ans, ce qui n'est évidemment pas un problème, mais ce qui est effectivement quelque chose sur lequel on peut réfléchir, c'est-à-dire pourquoi finalement avoir envie de toujours paraître plus jeune, mais en même temps, on pourrait imaginer aussi que les petits-enfants, mais ça, évidemment, on peut le comprendre et on ne peut pas leur en vouloir, ont toujours envie de paraître beaucoup plus vieux et de faire des choses d'adultes. Exact. Il y a également un article très intéressant sur l'avenir agricole et qui se termine en disant « Notre avenir agricole sera ou ne sera pas ». Alors, est-ce qu'on peut aborder le chapitre qui concerne l'agriculture et l'alimentation? Oui, je pense qu'il faut l'aborder, puisqu'aujourd'hui, je pense il y a une dizaine d'années, ça a été une mode. Je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de dire que ça faisait bien, ou du moins, il y avait un côté novateur à parler de l'alimentation et de s'esclaffer contre la malbouffe.
Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, encore une fois, peut-être faudra-t-il donner l'heure exacte, puisque les choses auront changé à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport notamment au cas de cancer, au cas de maladie, où finalement l'idée selon laquelle on bouge pas et puis finalement on se fait livrer suffit. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de courant, je pense qu'il y a un bon sens, appelons ça même un bon sens paysan, qui fait que les gens en ont marre de ne plus comprendre ce qu'il y a dans ce qu'ils mangent. On parlait justement de la technologie, il y a maintenant des applications qui donnent exactement qu'est-ce que les édulcorants, qu'est-ce que les E, enfin, nous apprennent exactement et plus, de façon plus précise finalement ce qu'on mange finalement, ce qu'on mange et finalement ce qu'on va devenir, puisque évidemment par définition au niveau du corps et même de l'esprit, on devient finalement un peu ce qu'on mange aussi. Alors, un autre écrit traite carrément du paradigme, un nouveau paradigme en stratégie d'entreprise au temps du Covid. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce sujet. Oui, alors c'est vrai que ça renvoie rapidement au télétravail. Ça renvoie au télétravail et ça renvoie aussi évidemment à la gestion du temps. Moi, je vois des patients qui me disent souvent, vous savez, le matin, avant, on mettait 1h30 pour aller bosser, quand ça allait bien, et 1h30 le soir. Donc, imaginez 3 heures chaque jour, tous les jours, ça laisse quand même pantois et perplexe sur l'idée, de ne pas y avoir pensé avant si c'était possible. Maintenant, malheureusement, il faut souvent des catastrophes pour avoir des idées, ce qui est dommage. Mais dans l'autre sens, je trouve, et je n'ai pas tellement de vertu communiste, qu'il faut que les patrons fassent aussi attention, parce que c'est pas parce que des gens sont en télétravail, éventuellement chez eux, peut-être pas en pyjama quand même, mais que pour autant ils ne travaillent pas. Donc, il faut faire attention de ne pas exploiter l'idée que la personne est en télétravail, par conséquent, elle est chez elle, et donc elle travaille pas. Donc, il ne faut pas non plus pressuriser les gens sous prétexte qu'ils sont en télétravail. Il y a déjà une pression latente. Même quand les gens se trouvent de l'information, de toute façon, elle continue toujours par transpirer d'un côté ou de l'autre, tellement elle est diffusée, rediffusée, les gens en parlent, enfin, l'inconscient collectif existe à mon sens. Donc, je pense que le télétravail est une bonne chose dans certains métiers où il est tout à fait facile et même sans doute profitable de l'utiliser afin d'arrêter de perdre du temps, d'utiliser les moyens de transport qui polluent. Et justement, on en revient à l'alimentation, c'est-à-dire pouvoir se faire un repas équilibré et non pas être obligé de manger un sandwich avec n'importe quoi au coin de la rue. Et économiser son énergie. Absolument. Et justement, quand on parle télétravail, inévitablement, on ne peut pas faire l'économie de la diffusion de la culture à distance, qui va être la richesse de demain. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, ça s'ouvre vraiment, vraiment bien. On voit d'ailleurs que les plus grandes plateformes commencent vraiment à miser sur la réalité virtuelle. Et donc, effectivement, ce qui fait peur aux gens aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'on pourra visiter les pyramides, qu'on pourra aller au musée du Louvre, ou que ce soit finalement par la réalité virtuelle et se retrouver plongé totalement en immersion dans ce musée, vraiment quelque part comme si on y était. Alors, les gens voient ça vraiment comme un drame, comme la fin d'une civilisation. Moi, je vois quand même ça comme un peu l'ouverture aussi à des choses. Parce que à Paris, en France ou dans d'autres grandes villes françaises ou européennes, effectivement, on peut se déplacer facilement. Maintenant, il faut penser aussi à des gens qui n'ont pas les moyens, pas les possibilités de visiter ou d'aller dans des endroits qu'ils pourront caresser effectivement virtuellement. Ça peut faire peur, mais est-ce que quand le téléphone est arrivé, est-ce que quand la photographie est arrivée, est-ce que quand la télévision est arrivée, est-ce qu'il n'y avait pas justement ce genre d'inquiétude, puisque on se rappelle que Molière a dû être enterré de nuit, puisque il imitait d'autres personnages. Donc je crois que à chaque nouveauté, au départ, il y a quelque chose de l'ordre de faire attention, se dire que c'est fini, que c'était mieux avant. Mais je pense que l'ouverture par la réalité virtuelle à ces musées ne fermera pas les musées, mais au contraire pourra donner justement une idée de plus en plus précise
de ce que sont ces musées et éventuellement motiver des gens à se déplacer de façon physique pour les visiter de façon réelle. Alors, volontairement, je n'ai cité aucun nom, mais je ne peux pas ne pas citer notre ami blogueur, chroniqueur Jean Corcos, qui a écrit un très bel article sur un futur entrant en résonance avec le passé. Je ne peux pas ne pas citer Caroline Haddad-Ferrana, qui a écrit également un très bel article et qui est très présente dans le cadre de la nouvelle équipe française. Et on ne peut pas faire aussi ne pas citer Magali Barthès, qui a fait un travail remarquable. Absolument. Voilà 3 personnes qui, au-delà de leur aspect, je dirais, positif, sympathique, amicaux, ont en plus un talent. Tous les 3 sont très différents, évidemment. Jean Corcos est formidable. Je vais toujours dire que c'est un grand enfant. S'il nous écoute, j'espère qu'il ne le prendra pas mal parce que c'est un compliment. C'est-à-dire qu'il garde une certaine joie de vivre et inébranlable et des envies de toujours encore plus. Et ça, évidemment, ça fait rêver. Caroline Haddad-Farhana est rédactrice en chef adjointe. Elle fait un travail énorme, que ce soit sur la mémoire d'Edgar et du Sifor, que dans le prix Edgar Faure, que dans la nef. Et Magali Barthès est une journaliste, je trouve, chevronnée, qui a mené tous les interviews avec les plus grands. Elle a fait ça consciencieusement, de façon vraiment humble, professionnelle. Non, vraiment, je me réjouis et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe de cette qualité. Et bien sûr, les éditions Ramsay. Voilà, Ramsay Éditions qui nous a fait confiance. Ramsay Éditions que j'ai appelé un jour tard dans la nuit et j'ai demandé à Olivier Wright, qui s'occupe justement de Ramsay. Voilà, je lui dis, j'ai une revue, je veux absolument la relancer. Alors, il m'a expliqué un petit peu, justement, on parlait d'économie, que c'était plus un modèle économique, que c'était quelque chose qui disparaissait. Mais il m'a dit, allons-y, vaille que vaille, finalement, la vie, c'est ça, le futur, c'est ça, c'est aller à l'aventure, allons-y ensemble. Merci Rodolphe. Donc, je crois que d'une manière générale, tu prévois 2 numéros par an. Voilà, pour le moment, il y a 2 numéros par an. Peut-être qu'il y aura une certaine forme d'accélération. En tout cas, la nouvelle équipe française se trouve heureusement à la FNAC, chez Amazon, dans les furets et dans tous les libraires. Il suffit parfois de le commander. 48 heures plus tard, nous l'aurons. Je suis sûr que c'est à cette époque de l'ubérisation, même si 48 heures peuvent paraître longs, le temps va vite quand même et les gens l'auront rapidement en le commandant. Et rejoignons tous l'esprit de la nouvelle équipe française qui a un bras armé, mais armé d'un stylo de paix. Tout à fait. On remplace là effectivement l'épée par le stylo. Merci Rodolphe Oppenheimer. Merci Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.